Plusieurs hommes des médias béninois se retrouvent au sein des conseils communaux. Malik Gomina est désormais compté parmi eux. Après avoir dirigé le patronat de la presse béninoise, il prend les rênes de la commune de Djougou. Bonsoir, voici le sommaire de cette édition. Le secteur de l'énergie a été passé au peigne fin en ce jour par les cadres à divers niveaux et les différents partenaires du ministère des Mines. À suivre dans cette édition les précisions de cette séance. Ça y est, le gouvernement béninois a dévoilé son plan de soutien aux diverses couches de la société béninoise affectées par la COVID-19. Des détails dans ce 19h. En sport, avant même de connaître le sort de la saison sportive 2019-2020, Esaïe Football Club se réjouit d'avoir enfin perçu une partie des primes de son historique participation à la Coupe de la Confédération africaine de football. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ouvre le lundi 15 juin prochain à son siège à Porto Novo sa 4e session criminelle au titre de l'année 2019-2020. Elle aura statué sur 13 dossiers de crimes économiques dont 11 sont relatifs aux faits de détournement de deniers publics reprochés à des cadres béninois exerçant ou ayant exercé dans diverses administrations publiques et autres structures de l'État. Le procureur spécial près de la CRIET, Ulrich Gilbert Togbonon, a fait ce jeudi à son bureau une déclaration à la presse pour annoncer le démarrage de la session criminelle. Selon lui, 18 accusés sont appelés à comparaître à la barre dès lundi prochain. Ils sont des cadres notamment de l'Office national de la sécurité alimentaire ONASA, du tribunal de première instance de l'OCOSA, du Centre d'appui régional pour le développement rural CARDER, du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Manga de Cotonou, de l'Université de Parakou, de la Direction générale des impôts, de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E, des Forces armées béninoises et du service des affaires financières du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle, de la reconversion et de l'insertion des jeunes. Et toutes les dispositions sont prises pour que cette session qui s'étend jusqu'au 1er juillet prochain, à l'instar des autres, se tienne en toute sécurité, rassure le procureur spécial de la CRIET, Ulrich Togbonon. Rappelons qu'au début de la semaine qui s'achève, elle a vidé 12 dossiers, dont 10 condamnations et 2 relax pour insuffisance de preuves. Dans un autre registre à présent, le ministère béninois de l'énergie a procédé ce jour à la revue du secteur de l'énergie avec ses partenaires techniques et financiers et autres acteurs du secteur. Par visioconférence, une séance qui a satisfait une recommandation de l'édition antérieure et qui a eu lieu au premier semestre et non plus à la fin du second. Je vous propose ici un extrait du discours d'ouverture du ministre donnant Jean-Claude Oussou. Je reviens tout d'abord sur le thème de cette revue, la sécurité des approvisionnements en ressources énergétiques au Bénin, du mythe à la réalité. Je crois que la richesse de la revue d'aujourd'hui montre que nous sommes dans un monde réel, montre qu'il y a des actions concrètes qui sont mises en œuvre avec une vision claire, une ambition jamais égalée et une visibilité qui est donnée à tous les instants par le gouvernement à travers le ministère de l'Énergie. C'est pourquoi la contribution de chacun est encore plus nécessaire et pour lequel tout le travail qui a été fait par les partenaires techniques et financiers mérite une salutation particulière, tant ça nous a permis d'avancer, tant ça nous donne l'espoir que toutes les nouvelles actions que nous préparons verront forcément le jour de manière efficace et de manière à apporter toute la contribution attendue pour nos concitoyens. Le caractère d'équilibre financier est quelque chose d'important, d'essentiel, parce qu'une entreprise qui n'arrive pas à atteindre un équilibre financier ne sera pas viable. Et s'il n'est pas viable, il ne peut pas être fiable. Et s'il n'est pas fiable, il ne peut pas jouer le rôle historique de socle de tout développement socio-économique qu'il doit de tenir.
C'est pour ça, encore une fois, je voudrais rassurer les uns et les autres que l'équilibre financier du secteur et particulièrement de la Société nationale de distribution est une préoccupation partagée et pour laquelle le gouvernement jouera toute sa partition pour qu'on puisse atteindre cet équilibre financier pour l'efficacité durable de ce secteur. Nous avions eu un certain nombre de réussites qu'il faut saluer. Mais je veux particulièrement revenir sur le fait que des choses qu'on avait prévues depuis 2016, à travers le plan de redressement du secteur de l'électricité, montrent aujourd'hui que nous avions eu raison 4 ans plus tôt et que ces actions sont en cohérence avec nos prévisions. Je veux prendre simplement l'exemple qui consiste à ce que nous avions prévu en 2016-2017 qu'avant fin 2019, il n'y aura plus de moyens de location pour produire de l'électricité au Bénin. Ce pari a été tenu, comme beaucoup d'autres paris. Et c'est dans cette dynamique dorénavant que nous nous inscrivons et que chacun d'entre nous doit en avoir conscience et œuvrer au quotidien pour qu'on y arrive. Malik Seibou Gomina est le tout nouveau maire de la commune de Djougou, mais avant tout, il est un homme des médias, ancien premier responsable du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. À ce titre, il est bien connu dans le milieu des médias béninois qu'il a influencé pendant plusieurs années. Aujourd'hui, acteur politique, il a inspiré le patron du groupe ESAE, Clément Adéchian, qui peint le portrait du providentiel maire de la commune de Djougou au micro de nos reporters. Non, il ne manquera pas, puisqu'il n'a pas voyagé, il n'a pas quitté le Bénin, il est au Bénin. Il est sur un autre front, pas de délégation, donc il nous représente toujours. Il va exercer une partie de lui-même, de ce qui s'est fait le mieux. Donc du coup, nous l'accompagnons de nos vœux, de nos prières, de nos supplications. Et nous pensons quand même qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il doit pouvoir réussir pour faire plaisir, faire honneur à toute cette génération de personnes avec qui il a toujours évolué, avec qui il a toujours été bien. Donc, du coup, nous n'avons pas d'inquiétude là-dessus. Malik Gomina, c'est quand même le personnage que tout le monde connaît, qui très bon professionnel des médias, très bon journaliste, mais toujours très entrepreneur dans l'âme, depuis toujours. Hein. Je peux même dire que plus mercanticien que journaliste. C'est sa formation d'ailleurs, de base. Et vous le savez bien. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours un esprit de rentabilité, esprit d'entreprise. C'est quand même curieux. On l'a toujours connu comme ça. Quand il essaie de toucher à quelque chose, la première pensée qui lui vient à l'esprit, comment faire davantage pour qu'il y ait accumulation de richesses et répartition pour toutes les couches qui sont concernées. Moi, je suis resté avec lui et en tant que l'un des précurseurs de fraternité. Alors, vous voyez ce journal aujourd'hui, ce que c'est devenu dans l'univers médiatique béninois, c'est grâce à Malik. Parce qu'il était, disons, le back-office de fraternité, nous on était le front-office. Alors, au back-office, il a mis en place quand même toute une machine commerciale qui était, le début en 99, qui a lancé ce journal en flèche, et c'est resté comme ça. Curieusement, vous savez, il est comme ça, il est timide comme garçon. C'est vrai, quand on le voit à la balance, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il a une tête qui tourne comme c'est pas possible. C'est une machine, depuis toujours, dans notre milieu. Ce qui fait que on a beau gesticuler, lui, il est toujours calme. Il observe, il tempère, et quand il prend des initiatives, ça, toujours c'est pour la rentabilité. Et c'est ce que nous avons toujours aimé, c'est que moi j'ai beaucoup copié de lui, hein, pour être resté avec lui à fraternité. Je peux même dire que l'idée de commencer par être beaucoup plus entrepreneur que journaliste, je l'ai copié de Malik. J'ai observé ça de lui et j'ai compris qu'effectivement, à un moment donné, pour sortir de la précarité, pour préparer l'avenir, pour d'autres jeunes à venir, pour être plus utile à des milliers de générations,
il faut savoir anticiper et aller plus loin. Et je crois qu'il l'a fait tout le temps. Puis après, on s'est retrouvés. J'ai été son premier vice-président au CNPA, le patronat de la presse. On a exercé ensemble pendant un mandat. Lui en tant que président, sinon on est resté. Lui vice-président, moi, resté à l'organisation pendant 9 ans. Ensuite, lui président, moi vice-président pendant 3 ans. Ça fait quand même 12 ans que nous avons partagé en vie associative ensemble. Vous pouvez regarder le bilan du CNPA quand il est passé. Il a décuplé les ressources de l'association. Il n'engage les dépenses que lorsque c'est nécessaire. Son souci à lui, c'est toujours faire en sorte qu'il y ait davantage de ressources pour qu'il y ait possibilité de pouvoir dépenser aisément, accomplir les choses aisément. Alors, lorsque je le vois maintenant aujourd'hui, maire de Djougou, je peux vous dire, sans me tromper, que Malick va réussir. Il n'a fait que ça tout le temps, en réalité. S'il ne fait pas de la politique, en fait, il va réussir. Mais s'il tombe dans le panneau de la politique, nous allons le regretter. Et vous savez, quand on est politicien au Bénin, on est menteur, calomniateur, fourbe et tout ce qui va avec. Parce que vous êtes obligé de mentir pour plaire. Or, il a toujours appris à être sincère. Il a toujours appris à vivre comme il est, à offrir ce qu'il a de mieux en lui aux autres. Il a toujours appris à regarder droit dans les yeux. Et ça, parfois, ça lui a été fatal dans son parcours, dans son processus. Et il est tombé pour la franchise et il s'est relevé pour la gloire. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il a la mairie de Djougou en main? Est-ce qu'il va devoir un peu altérer au niveau des notes pour pouvoir faire comme tout le monde, ou il va garder sa ligne directrice qu'il a toujours empruntée, essayer de faire dans ce milieu politique-là ce qu'on peut faire de mieux, de sincère, parce qu'au moins, l'avantage ici, c'est qu'il a fait à un peuple qu'il connaît, à une population qui lui appartient. C'est Djougou. Vous avez vu la ferveur, vous avez vu l'emphase qui a accompagné toutes ces sorties, et surtout lorsqu'il a été consacré, lorsqu'il a été couronné. Alors, lorsque c'est qu'il a affaire à un peuple qui le connaît, je crois qu'il a le terrain le plus fertile pour exercer en toute sincérité, offrir ce qu'il a. Développer cette ville-là, il va reconstruire Djougou. Parce qu'on s'est tout demandé, mais Djougou, cité la plus importante entre le Togo, le Bénin et le Bagou de l'autre côté, ben, on s'est tout demandé, mais qu'est-ce qui empêche Djougou d'être Djougou, que nous devons aimer? Djougou qui va permettre aux Togolais de venir s'exercer, se recréer, venir braconner positivement et tout. Ce Djougou-là, on est sûr que Malick va nous le créer. Puis ensuite, il va offrir la possibilité aux populations de pouvoir vivre de ce qu'il pourrait proposer pour eux. Il va réussir. J'en suis certain. Il va réussir. Au risque de perdre l'essentiel de lui-même, il ne va pas vendre son âme au diable. Qui est cet enfant qui aujourd'hui majeur décide d'influencer positivement la destinée de sa commune natale? L'intéressé dévoile lui-même un pan de l'enfant qu'il a été au micro de nos reporters. Moi, lorsque je finissais l'université, j'avais fait mon stage au port autonome de Cotonou parce que j'avais écrit mon mémoire sur la comptabilité analytique comme outil de gestion au port de Cotonou. À la fin, puisque c'était quelque chose de naissant là-bas, on a voulu me retenir. Parce que c'était une comptabilité sous forme de puzzle où il fallait rechercher toujours une pièce manquante. Donc, on a voulu me prendre comme agent du port. Mais lorsque je me suis projeté, j'ai dit non, moi, ce n'est pas le genre de personne que je voudrais être. L'ancienne directrice, les 2 anciennes directrices du port qui se sont succédées, étaient venues me trouver au port en tant que stagiaire. Et elles ont plutôt opté et elles sont devenues directrices aujourd'hui. Mais moi, je voulais faire autre chose. À l'époque, donc, je m'étais rapproché d'un aîné, d'un grand frère, Charles, pour dire, mais Charles, il était possible que nous puissions faire quelque chose au niveau des médias. Parce que la façon dont ça se passe aujourd'hui, où tu es au matin, où nous avons tous fait le journal étudiant, aujourd'hui, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Et de temps en temps, quand tu écris et il n'est pas content, il te dégomme du poste de directeur
ou de rédacteur en chef. Je ne pense pas que dans ce pays, il y a une possibilité pour que nous nous mettons ensemble pour élaborer quelque chose. Et très vite, nous nous sommes entendus pour lancer le journal Le Matinal, qui, en peu de temps, est devenu le premier journal du Bénin. Mais, chemin faisant, un an après, je constatais qu'il y avait problème parce que j'avais une tête trop forte et Charles aussi beaucoup plus. Donc, nous ne pourrions pas rester ensemble pour nous éclore tous deux. En temps, il y a eu le journal Fraternité qui était né. Pendant un an, j'ai collaboré avec ce journal, mais tout en étant au matinal. Après un an, donc, j'ai décidé de sauter, de faire un saut pour pouvoir prendre ce journal-là. Et donc, j'ai quitté le matinal qui était tout doré, où j'étais même associé. Puisque c'était une SARL pour aller vers l'inconnu, Fraternité. Les gens trouvaient mon choix assez insensé, mais je savais où je voulais aller. J'ai créé la rivalité avec le journal Le Matinal. Je me suis mis à travailler. Peu de temps après un sondage qui a été fait par CFI et RFI à l'insu des Béninois, il s'est avéré que Fraternité était devenu le premier journal. Et c'est au vu de cette enquête d'opinion que Charles m'avait rappelé pour dire « Tu as tenu ton mérite ». Parce que je dormais dans mes lauriers, je ne savais pas que je pouvais être concurrencé. Mais je me suis arrêté en si bon chemin, j'ai voulu faire de la radio. Mais je ne voulais pas faire comme tout le monde. Je ne voulais pas rester dans l'univers douillet de Cotonou. Et j'ai dit, moi je vais faire une radio commerciale, il faut aller à l'intérieur du pays. Et voilà pourquoi j'ai fait le saut vers Parakou. Et j'ai fait la radio Fraternité FM à Parakou, qui a eu 15 ans en août dernier. Et tenez-vous tranquille, sur les 15 ans, nous avons eu le meilleur taux d'écoute sans jamais avoir été distancés. Pendant 15 ans à Parakou. C'est le fruit du travail. Et c'est ça que je voulais partager avec les jeunes. Qu'il faut travailler. Parce que rien, en dehors de la maladie ou de la mort, ne vous sera donné cadeau. Tout le reste, vous devez l'acquérir, vous devez conquérir. Mais si vous restez là, à estimer qu'on ne vous donne aucune chance, elle ne viendra jamais à vous, parce que la chance ne s'ouvre qu'à ceux qui la méritent. C'est vrai que aujourd'hui, de plus en plus, c'est difficile, mais si vous vous battez, si vous trouvez des créneaux, vous pourriez, je vous le jure, faire des miracles. Parce que lorsque nous venions dans la presse privée, les anciens doyens disaient que ceux-là, ils n'ont pas fait des écoles de journalisme, ils n'ont pas fait ci, nous leur donnons à peine 3 mois. Mais la mortalité infantile n'a pas eu raison de nous. Et non seulement ça, nous sommes venus les concurrencer. Lorsque moi j'ai pris la direction de Canal 3 il y a 10 ans, si vous vous souvenez, à l'époque, l'ORTB commençait par émettre à partir de midi. Si vous ouvrez la télévision, c'est fini, vous attendez le matin. Et moi j'ai dit, je vais créer un espace pour pouvoir en faire l'espace privilégié, la télévision le matin. Lorsque j'ai commencé mes contacts, on m'a dit non, ça ne marchera pas. Comment les gens vont quitter chez eux pour venir et commencer une émission à partir de 7 heures. Je veux parler de l'émission du matin. Je dis ça marchera parce que je ne vais pas créer le concept et laisser ça aux autres. Je serai là moi-même. Je suis le chef d'entreprise. S'il est possible que moi, le chef, je sois là à 6 heures et que mes employés refusent de venir à 6 heures, nous allons faire le point à la fin. Lorsque nous avons commencé, je vous jure qu'ils étaient tous présents. Aucune absence. Parce que j'étais là. Et quelle explication vous allez me donner pour expliquer votre absence? Il pleut. Voilà le genre d'explication que nous avons en Afrique, au Bénin. Mais ça ne s'explique pas. Est-ce que parce qu'il pleut, vous ne mangez pas? Est-ce que parce que... C'est pas possible. Le gouvernement béninois a décidé mercredi lors du Conseil des ministres de décaisser 63 milliards de francs CFA environ pour
donner une bouffée d'oxygène aux sociétés, surtout les PME les plus affectées par le coronavirus. Après des concertations avec les principaux acteurs économiques, l'exécutif a défini les modalités de ce soutien. Le ministre de l'Économie et des Finances, Romia Wardani, a expliqué hier lors d'une conférence de presse le traitement réservé aux entreprises du secteur hôtelier. Pour les hôteliers, première catégorie concernée, nous allons pouvoir faire les différentes mesures que nous avons indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire que remboursement des charges de salaire, charges sociales et impôts liés à ça, pour une période de 3 mois, à hauteur de 70% de ces charges. Ensuite, nous prenons en charge l'intégralité des factures d'électricité, d'eau, toujours pour la même période de 3 mois, pour ces entreprises-là, ces hôtels. Il faut nuancer que certains hôtels ont bénéficié de l'opération de réquisition. L'État a procédé à une réquisition, mais qui en réalité n'est pas une réquisition qui a fait l'objet d'un paiement forfaitaire. Pour l'ensemble des hôtels réquisitionnés, l'État a considéré qu'il s'agissait d'une manière de soutenir ces hôtels et nous sommes allés beaucoup plus loin que ce qu'on aurait dû payer classiquement. Au total, il a été dépensé 2,5 milliards pour prendre en charge le coût de l'utilisation de ces hôtels. Donc les hôtels réquisitionnés, ou je devrais dire les hôtels qui ont été utilisés dans le cadre des opérations de mise en quarantaine, ont pu bénéficier déjà intégralement payés de 2,5 milliards de prise en charge. Donc il s'agit donc d'hôtels non réquisitionnés et qui ont quand même subi des conséquences. Et pour celles-là, bénéficient donc des remboursements des 70% de salaire et charges sociales, ainsi que de remboursement des abonnements et consommations d'électricité et eau. En plus des mesures spécifiques pour compenser les baisses des activités au niveau des petites et moyennes entreprises, le gouvernement a également pris des dispositions d'allègement fiscaux au profit de toutes les sociétés. Des détails avec le ministre Romia Wardani. Pendant cette période de pandémie, plusieurs entreprises ont fait l'effort de faire des dons pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre la crise. Alors les dispositions fiscales en matière de dons font que quand une entreprise fait une donation, il y a un plafond dans le montant de ce don qui peut être déduit. Sans être technique, c'est à peu près 1 pour 1000 de son chiffre d'affaires, plafonné à 25 millions. Donc l'idée ici, c'est de déplafonner donc, la déductibilité des dons. Donc une entreprise qui fait un chèque donc, de 100 à l'État pour soutenir l'État dans la crise pourra comptabiliser et bénéficier de la déductibilité de l'intégralité de ce 100, ce qui lui permet de ne pas payer 30 d'impôts. Donc cette mesure qui permet donc à tous les donateurs, aux entreprises donc, qui ont fait des dons, de pouvoir déduire l'intégralité de leurs dons, leur donne en réalité un avantage fiscal équivalent à 30% du montant donné. Ce qui fait qu'à la fin, le coût net de cette donation est de 70%. La deuxième mesure générale aux entreprises, c'est que toutes les règles liées aux pénalités de paiement tardif des impôts sont suspendues. Donc toutes les entreprises qui paieront en retard leurs impôts pour 2020 ne devront pas payer les pénalités de retard. De la même manière, il y a des pénalités liées au dépôt des états financiers. Ces pénalités également sont suspendues pour 2020 pour tenir compte du fait que les restrictions de mobilité peuvent causer des retards dans la préparation des états financiers ou même des paiements d'impôts et donc laisser un peu de marge aux entreprises qui pourront payer un peu plus tard leurs impôts sans subir des pénalités de retard. Ces propos ont été recueillis par Setonde Larios à Diagbenon. En sport, pour finir, après 2 tentatives infructueuses, la 3e a été la bonne. Les Football Club a enfin perçu la première tranche des primes de participation à la Coupe de la Confédération totale CAF 2019-2020. Mercredi dernier, la formation universitaire a vu son compte crédité d'un montant de 80 millions de francs CFA, à peu près 137 000 $. Ce virement a été possible grâce au changement de banque opéré par les responsables du club le mois dernier en raison des nombreux dysfonctionnements notés au niveau d'une première institution financière. Il est à souligner que le représentant historique du Bénin à la phase de groupe d'une compétition interclub africaine n'a pas perçu l'intégralité des primes lors de cette transaction, contrairement aux informations diffusées dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Aussi faut-il rappeler la diligence de la Fédération béninoise de football et la bonne collaboration des responsables de la Confédération africaine de football CAF dans l'aboutissement de l'opération.
Aussitôt encaissés, les fonds ont servi à solder les primes de qualification de phase de groupe de la Coupe de la Confédération aux joueurs et aux membres du staff technique. Par le respect de la parole donnée, les dirigeants des AE Football Club démontrent une fois encore que les joueurs restent la priorité du club. Toutefois, l'administration du club permet d'honorer les autres engagements envers les tierces dès que possible. Ainsi s'achève cette édition. Merci de rester fidèle au programme des AE TV. Bon week-end à vous.